fructifier votre argent sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, au moins 2 milliards de dollars d'investissement pour l'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Malgré une entente à l'amiable entre les partis de ne pas mettre de publicité sur les réseaux sociaux de Meta, voilà que certains partis en dépensent quand même. Justin Trudeau toujours coincé en Inde. Son avion est en panne. Un vol militaire s'en va le chercher. Et le bilan du séisme au Maroc grimpe à 2700 morts. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, on l'attendait depuis un bon moment, là, sachant tous les problèmes de vétusté qu'on a, entre autres, là, au sein de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On a maintenant des montants, on va le dire comme ça, au moins 2 milliards de dollars de coûts de construction pour agrandir et rénover donc le centre hospitalier. Est accompagné Christian Dubé, le ministre de la Santé, de Valérie Plante, mairesse de Montréal, le député de Québec solidaire, Vincent Marissal également. Puis ça va devenir, Mario, là, peu importe c'est le une prix. nouvelle en soi, ça. C'est pas tous les jours que le député d'opposition est officiellement mentionné dans les convocations de la conférence de presse. Oui, parce que... et je dis pas que c'est pas justifié, là. Vincent Marissal a travaillé très fort, mais... Il talonne sur le dossier depuis longtemps. C'est pas tous les ministres comme Christian Dubé qui ont cette courtoisie-là. Il y a certains ministres que... C'est pas tellement des lignes de parti, c'est plus des affaires parce qu'il y a des ministres qui n'ont pas de députés d'opposition dans leur patente. À la limite, ils vont être assis dans la salle, là, surtout au mieux. Surtout quand ils font des belles annonces comme ça, Mario. Oui. Règle générale, on garde les gens de l'opposition loin, mais bon, comme tu le dis, Vincent Marissal, qui a depuis longtemps poussé pour que ça se fasse et qui, désormais, va assister à ce projet-là qui va devenir le plus important projet de construction quand même au programme des infrastructures du Québec. Là. Puis on a déjà prévenu, Mario, c'est quelque chose qui revient un peu de temps en temps quand on parle d'infrastructure maintenant. On a dit, là, c'est au moins 2 milliards de dollars, mais le coût total du projet, ça pourrait doubler, là, dépendamment du prix de la construction. On met déjà la table. Il faut comprendre que c'était 900 millions dans une annonce de 2012. Oui. Là, en disant ça, je dis deux choses. En 2012, il y avait urgence de rénover Maisonneuve-Rosemont. Il fallait que ça soit fait, puis l'annonce politique a été faite. Et deuxièmement, en disant ça, je dis quand on reporte des projets comme ça, la facture explose. C'était prévisible que de 900 millions, moins d'un milliard. Peut-être qu'à l'époque, on aurait dépassé les coûts, mais que là, à mon avis, même le 2 milliards, moi, je crois pas du tout. Je pense que ça va être plus que ça. Puis je le dis, ça va être plus que ça en disant, dépensez-le, on n'a pas le choix. C'est un hôpital qui dessert le quart de la population de Montréal et qui est dans un état franchement gênant. Là. On parle de problèmes de ventilation majeurs, une façade qui menace de tomber. Mais qui tient de la broche. Physiquement de la broche. Pas comme veut dire une expression qu'on utilise. Non, littéralement avec de la broche. Oui, donc c'est quand même urgent de faire ça. C'est 720 lits en chambre individuelle qui vont être offerts là, dans l'établissement pendant ce temps-là. Donc, gros projet qui reste à venir parce que tu l'as dit, ça dessert le Grand Montréal, Mario, mais aussi Laval, les Laurentides, puis la Naudière aussi en raison des nombreux spécialistes qui travaillent à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Après avoir renoncé à mettre des publicités sur les plateformes de Meta en juillet, de la part de plusieurs partis ici au Québec, à Ottawa, puis même dans les villes, dans les municipalités du Québec, semble-t-il qu'on est revenu sur cette promesse-là, peut-être de manière assez subtile, mais on le fait quand même de la part de certains partis. En ce moment, il y a seulement la CAQ, le Parti québécois et Climat Québec, donc de Martine Ouellette, qui n'ont pas mis de publicité sur Meta. Pour les autres partis, que ce soit Québec solidaire, le Parti libéral ou le Parti conservateur, mais on en a mis, Mario. Mais Éric Duhem lui se défend en disant, moi, je suis contre le projet de loi C-18, je suis pas là-dedans pantoute, je me suis jamais engagé à ça, il a raison, il l'a jamais vraiment fait. Fait que lui, tu peux y reprocher sa position sur le fond, mais tu peux pas y reprocher une hypocrisie. Oui. Dans le cas de Québec solidaire, c'est plus... Eux disent aujourd'hui deux choses, qu'ils ont jamais promis, qu'ils se sont joints à une motion pour que le gouvernement boycotte, mais que eux, comme parti politique, ont jamais pris un tel engagement de ne plus mettre de publicité. Ouais. Puis l'autre affaire, ils disent, c'est tellement des petits montants qu'on met que ça change pas, ça change rien pour Meta. Là. Mais quand même, Mario, ça a été dénoncé de la part de tous les autres partis, autant au pouvoir que dans les oppositions, en disant, puis en ramenant sur la table le fait que Québec solidaire, règle générale, est un parti
avec des idées, des convictions qui mettent de l'avant, souvent même sur le fond, ça pourrait sembler très Québec solidaire de dire, regardez, même si c'est quelques centaines de dollars, voire $1 million, on donne pas un sou à Meta, c'est notre principe. Ils se sont fait ramasser aujourd'hui, Mario, là, dans tout ça. Ben, il y a deux problèmes. D'abord, bon, là, la confusion, là, je sais pas, moi, honnêtement, là, je peux pas me prononcer. Est-ce que vraiment, ça se peut que comme parti, là, si on était rigoureux sur le mot à mot, comme parti politique, ils n'ont jamais pris l'engagement que le parti l'utiliserait pas. Mais il reste que ce qui est un peu désagréable, c'est comme si moi, c'est comme si tu disais, j'arrête de boire, mais tu bois jamais du lundi au jeudi, puis le vendredi d'après, tu reprends à boire. Avec les 4 journées où tu buvais pas, mais là, t'avais pas arrêté de boire, là, tu comprends? C'est juste que tu bois pas sur semaine. Et là, ce qu'ils disent, on n'empêchera pas de publicité. Bon, mais dans le quotidien, ils en mettent pas de toute façon. Puis quand arrive une élection, dès qu'il arrive une élection partielle, là, on en met. Ben oui, mais tu dis, OK, fait que dans le fond, ton engagement, c'était que tant que t'avais pas à mettre, tant que t'avais pas à l'utiliser, mais le jour où t'as eu un besoin, là, ben là, t'es allé de l'avant. Et l'argument de dire on est petit, c'est juste quelques milliers de dollars, c'est exactement l'argument contraire que fait valoir Québec solidaire dans le dossier des changements climatiques. Absolument. Parce que quand un citoyen va dire, moi, je vais-tu me retenir là, de m'acheter un plus gros pick-up? Écoute, la Chine, eux autres, construisent des usines au charbon. Chaque action compte. Ben oui, on va dire, non, on peut pas raisonner comme ça. Là. Toi, commence par faire ton affaire, puis nous, le Québec, on peut pas se servir comme excuse de la Chine pour rien faire. Ben là, c'est pas mal le raisonnement qui devrait s'appliquer à la situation présente. Et pour les libéraux, même chose aussi, Mario, qui a été faite. Il y a 2 publicités qui ont été mises en ligne le 9 septembre dernier du côté d'Élise Havard-Bernier. Donc, peut-être un peu d'hypocrisie de ces côtés-là, Mario. Elle, quand même, qui est une spécialiste des réseaux sociaux. Parce qu'il reste qu'en faisant ça, il atteint des gens. Ah ouais, puis il démonte la puissance des réseaux. Là, ils jouent le jeu de méta, ils démontrent qu'ils sont incontournables, qu'ils sont la façon de rejoindre leur public. Puis probablement qu'ils font des campagnes très ciblées là, en disant, rejoignez-moi des gens, entre 20 et 35 ans qui habitent à Québec. T'sais. Ouais, dans la circonscription de Jean Talon. Je sais pas si méta peut cibler par circonscription, mais en tout cas par région, c'est sûr. Fait que là, tu fais de la publicité, c'est super, là, bien ciblé, mais en le faisant, tu viens exactement témoigner de la puissance de Meta puis dire qu'ils sont incontournables. Alors, je suis très étonné. Parlant de politique québécoise, Mario, on tourne la page sur une tradition qui est, ma foi, une tradition à laquelle tu as déjà participé, Mario. Bien des fois. C'est le vote par appel nominal qui se faisait à l'Assemblée nationale. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des votes là, pour à peu près tout, là, que ce soit une motion ou même pour voter pour un projet de loi, là, ni plus ni moins, pour le faire adopter, faut aller donner son vote, Mario. Et comment ça se fait d'habitude? Il y a un secrétaire là, de la table de la procédure là, de l'Assemblée nationale qui se lève debout. Et ils sont généralement 1 ou 2 là, par session ou par législature capables de le faire. Sans joke, c'est pas une farce. Faut qu'ils apprennent les 125 noms. Puis des fois, dans les débuts de session, quand il y a des changements de gouvernement puis qu'il y a beaucoup de nouveaux visages, là, ils doivent travailler fort à l'étude de leur liste. Là. Parce que là, faut que tu passes. Puis tu sais, t'as pas le temps de réfléchir entre chacun. Là. C'est Monsieur Dumont, Rivière-du-Loup, Monsieur Intel, Madame Intel. Faut que tu dises les noms. Puis ils ont pas ceux qui se demandent est-ce qu'ils ont un télésouffleur, est-ce qu'ils ont une feuille, la réponse c'est non. C'est par cœur. C'est un vrai bel exercice de par cœur, mais c'est du passé. Oui, c'est du passé maintenant. On ne fera plus ça. Ça va être remplacé par un système de vote électronique à la suite d'une entente qui a été convenue entre les différents partis à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, c'est pas le page qui va appeler, comme tu le disais, le titre et le nom. Ça va être plutôt là, une petite boîte dans laquelle on va pouvoir, un boîtier sur son lutrin, on va pouvoir peser pour appuyer pour oui, non, s'abstenir. Et on va pouvoir comptabiliser tout ça sur un tableau en temps réel dans le Salon Bleu Parce lui-même. Que les 2 buts de ça, c'est d'avoir le résultat du vote. Oui. Mais il y a un deuxième but. C'est d'enregistrer chaque vote. C'est pas juste d'avoir... C'est pas un vote secret, là. Un vote... C'est pour ça, l'idée de se lever par appel nominal, de se lever debout, c'était de dire... On enregistre ton vote. Tu peux pas juste dire, là, ça, tu comprends, ça a passé à 80 contre 40, et moi, vous savez pas dans quelle gang je suis. Non. Tu te lèves, puis tu votes avec ton nom, puis le nom de ta circonscription. Mais là, tu vas l'avoir quand même. C'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir aller sur Internet voir le député de Manon Massé, Mercier, Manon Massé, Sainte-Marie-Saint-Jacques. Voici ce qu'elle a voté. Puis tu vas savoir sur chacun des sujets, on va avoir voté. Donc, t'atteins les 2 buts. Ça va être pas mal, moi. C'est quand même long, un vote. Là. Un vote, ça prend
faire le tour des 125 députés, les nommer un par un, ça doit prendre 6-7 minutes. Oui, c'est quand même long. Donc c'est fastidieux un peu. Ouais, on espère sauver du temps, mais attention, Mario, hein, s'il y a bien une tradition à laquelle on ne va pas rompre, c'est que les votes, ils vont se faire en personne, en direct. Là. Pas de député qui est en voyage ailleurs qui va pouvoir voter sur son ordi. Ça, c'est non. Il va falloir voter de la maison. La boîte va être au pupitre dans le Salon Bleu. Exactement comme ça a toujours été la tradition, donc de devoir voter sur place. Donc, question de gagner du temps, d'embarquer un peu dans la modernité, mais c'est quand même, Mario, est-ce qu'une partie de toi est nostalgique de voir cette belle tradition de nommer tout le monde de partir? En fait, tu vas peut-être sourire. Quand quelqu'un, mettons, vote vraiment là, contre ses convictions, tu sais, un vote là, bâtard où t'es la ligne de parti, puis tout le monde le sait que t'es contre ça, mais il faut que tu votes avec ton gouvernement, ça te simplifie la tâche. Parce que, tu sais, je veux dire, tu fais ce petit piton. Alors que là... Fallait se lever. Non, puis quand tu te levais, des fois, mettons, j'ai vu ça plusieurs fois, mettons, un député du gouvernement se lève sur un projet où on sait qu'il y a un malaise. Là, l'opposition chahute ou au contraire applaudit. Fait que tu sais, ils te font vivre pleinement le dur moment de marcher sur tes convictions. Alors que là, il y a quelque chose d'un peu plus facile de faire pout. Oui, quand même. Donc, on devrait trouver un nouveau moyen de cahuter, Mario. Oui, c'est ça, de faire mal paraître. Mais il reste que, mettons, quelqu'un qui voterait quelque chose qui est une trahison pour sa circonscription. Les gens vont le savoir quand même. Les partis d'opposition vont pouvoir faire un communiqué de presse dans cette circonscription pour dire aux médias locaux, votre député a voté contre ceci ou pour cela. Donc, ça reste la donnée publique. Le but démocratique, de la transparence de pourquoi tu as voté et demeure, c'est plus dans l'espèce de petite joute sur place au Parlement qu'il y a quelque chose de plus facile pour ceux qui ont des votes qui font mal au cœur. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Depuis dimanche, Justin Trudeau est coincé en Inde, Mario, à la fin du sommet du G20. L'avion de Justin Trudeau, l'avion donc du premier ministre, a eu une panne. On dit qu'il y a un problème avec une composante dans l'avion qui a été découverte et donc qu'on n'a pas pu partir du pays. Mais là, Mario, c'est pas juste qu'on n'a pas pu partir à temps. On n'a pas pu partir pantoute jusqu'ici du côté de Justin Trudeau, ce qui fait qu'il a dû s'appeler... Ils sont condamnés. En passant, les avions de Justin Trudeau sont condamnés. On en a acheté des nouveaux, des secondes mains de Kuwait Airlines. Oui, qui sont censés arriver déjà à la fin du mois d'août, sont là, mais on est en train de les mettre en service. Ouais, donc, je pense que c'est 1 an ou 2 avant qu'ils puissent vraiment servir le premier ministre. C'est un délai d'installation. Mais ça fait pique. Mais la première chose à laquelle on pense, c'est mais qu'est-ce qu'il y a avec l'Inde, M. Trudeau? Hey, là, la bête noire. Là, tu dis à son personnel, amenez-le plus en Inde. Là. C'est fini. On ne plus de voyage, là. Parce qu'on l'oublie, mais son voyage en Inde, là, avec les... Bon, on a tellement ri, là, son costume traditionnel. Ses costumes. Au pluriel, oui, il y en a eu plus qu'un, ses costumes traditionnels. Les photos avec les mains jointes en prière, là, c'est beau. Ça a un peu... Excuse-moi, mais oui, ça a amusé, ça a fait rire, mais ça a un peu fait basculer. C'est plus grave que ça dans mon esprit. Ça a un peu fait basculer toute son image à l'international. C'est-à-dire qu'à une époque, Justin Trudeau avait comme remis le Canada, Canada is back, avait remis le Canada une bonne réputation sur la scène internationale. Et tout à coup, ça s'est mis à glisser. Et c'est pour moi le point tournant, c'est l'Inde. Là. Parce qu'avant ça, il y avait eu quelques petits signaux d'alarme, là, quelques petites lumières jaunes dans le tableau de bord. Mais je pense pour le grand public, les gens se disaient, là, les voyages, c'est qui là, qui fait des voyages à l'étranger puis qui est toujours parfait, Puis on le connaissait. Alors, il aime bien ça prendre des photos. Le monde trouvait ça drôle. C'était pas si grave. Mais c'est comme si ça a cristallisé l'idée que, OK, mais je veux dire, en voyage, là, il est vraiment juste dans l'image, les photos. Puis là, à terme, il fait le pitre. Pour ça, tu te rends compte, voyons, il y a un costume traditionnel de l'Inde, mais les gens de l'Inde, eux autres, il y a un monsieur, un habit noir, une chemise blanche, une cravate. Qu'est-ce que notre premier ministre fait avec l'habit traditionnel d'un pays que les locaux portent pas pantoute? Oui, dans lequel il est en visite comme ça. Quoi il a l'air? Est-ce que ça se veut respectueux? Est-ce que ça se veut moqueur? Il y avait toutes sortes de questions qui avaient été soulevées à l'époque. Mais c'est comme si quelqu'un arrivait ici puis il s'habillait... Quelqu'un venait et il s'habillait en mocassin, en ceinture fléchée, avec la ceinture, avec la tuque, l'équipage... du bonhomme carnaval. Une pipe longue, là, comme dans le temps, on se dit, il rit-tu qu'est-ce qu'il fait? Il rit-tu de nous autres? Il veut-tu nous honorer ou nous déshonorer? Tu te poserais la question. Donc, c'est un premier gros faux pas, il faut dire. C'est pas de la faute de Justin Trudeau lui-même si son avion n'est pas parti, mais... Mais Alexandre, tout a mal été, là. Son premier voyage en Inde avait mal été, mais là, au G20, ça n'a pas été bien du tout. Non. Au G20, ses positions... ça, c'est pas de sa faute. Sur l'Ukraine, là, ça glisse, mais il reste qu'il n'a pas réussi à gagner... établir sa marque.
En Inde comme telle, sa relation avec le premier ministre, ça s'est pas amélioré. Il devait la réparer dans ce voyage-là. Ça a été un désastre. Et l'Inde considère toujours que Justin Trudeau encourage les séparatistes. Et là, pas au Québec, mais les séparatistes sikhs. Là. Du point de vue de l'Inde, là, Justin Trudeau, c'est un gars qui encourage les séparatistes sikhs, puis il doit être puni pour ça quand il vient en Inde. Donc, puis là, une fois tout ça fini, il devait se dire, hey là, Batèche, on rentre à la maison. Je vais aller mettre mes pantoufles à la maison tranquille, on va se reposer de tout ça. On n'a pas d'avion. Tous les autres leaders des pays du G20 repartent de là, puis toi, ton auto, elle part pas. Non, c'est quand même spécial, là, un peu comme métaphore. Tout ça pour dire qu'il y a un avion militaire qui est parti là, de la base de Trenton, qui s'est mis en direction de l'Inde. Et si tout va bien, demain matin, M. Trudeau devrait être parti. Les amateurs de François Pérusse doivent se demander, est-ce que le premier ministre, dans un cas de même, il met un foulard devant sa bouche, puis il appelle à son cabinet à Ottawa en disant « Mon avion, mon con, D'abord, ce qu'il nous part pas. Il faut Mon char part pas de François Pérusse, qui est une célèbre, mais c'est dur de pas par ailleurs mettre là-dedans toute la... Parce que tu sais, on dit c'est l'armée canadienne, mais il y a un côté au Canada là, d'équipement. De seconde main, constamment. Le marché aux puces du militaire. Oui, d'équipement désuet. Ben ça, c'est pas du militaire. C'est un avion militaire qui va le chercher, mais c'est l'avion du premier ministre. On fait pic-pic un peu. Qu'on fait pic-pic. Toujours sur la scène fédérale, le député indépendant de Richmond-Arthabasca, ancien conservateur Alain Reyes, se retire de la politique active à la fin du prochain mandat. C'est ce qu'il a annoncé ce matin dans une vidéo sur Facebook. Lui qui a quand même eu une grande présence dans les dernières années, là, depuis sa toute première élection en 2015, alors qu'il était avec le Parti conservateur du Canada, est devenu même lieutenant politique pour le parti au Québec pendant une certaine durée. Et on se souviendra, avait décidé de devenir indépendant finalement après l'élection de Pierre Poilievre comme chef du parti. S'était dit fortement déçu en septembre dernier. Et donc, a décidé de se retirer de la politique quand même, Mario. On pouvait s'y attendre, mais c'est une annonce qui va avoir certaines répercussions. Ouais, mais il était un peu coincé dans la mesure... moi, ce matin, je lui ai posé la question. Aucun intérêt à retourner au Parti conservateur. Parce que quand même, on aurait pu dire... On a déjà vu ça, là, des gens retourner dans le parti. C'est sûr que tu piles... La quinte les jambes un peu. Oui. Puis tu piles sur ta peinture. Les 6 premiers mois, t'as l'air un peu fou, tu prends ton trou, mais... Tu sais, peut-être que dans 8 ans, puis personne, tu serais devenu un ministre important d'un gouvernement conservateur, puis personne ne se souviendrait, à part que dans ta biographie, il y aurait le chapitre 13 là-dessus, puis personne ne se souviendrait de ça. Oui. Mais là, lui, aucun intérêt. Aucun intérêt à Pierre Poilievre, aucun intérêt, pas confiance, aucun intérêt à retourner au Parti conservateur, et pas intéressé parce que, le Parti libéral du Québec, comme chef, ça avait circulé, il dit qu'il a été comme intrigué, des gens l'ont approché, il a réfléchi un peu, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc, semble vraiment, là, serein, très, très, très assumé dans sa décision de sortir de la vie politique et d'aller faire carrément autre chose. Ouais, donc on c'est une perte. Moi, je considère que c'est une perte. C'est un gars que j'aimais bien, un gars vraiment... c'est drôle parce que Pierre Poilievre mise beaucoup dans son slogan sur le gros bon sens. Ouais. Alors moi, à mon avis, Pierre Poilievre, oui, sur l'inflation, sur quelques affaires, il y a des propositions de gros bon sens, mais dire au monde d'acheter des bitcoins, là, c'était loin du gros bon sens. Non, c'est ça. Il y en a quelques-unes comme ça. Pour moi, l'incarnation du gros bon sens, c'est Alain Reyes, le gars raisonnable, ancien directeur d'école, conservateur parce qu'avec des valeurs économiques, familiales, le travail, tout ça. Mais pas social. Mais non, puis pas capoté sur rien, pas dans aucun extrémiste. Moi, si tu me demandes le gros bon sens tel qu'incarné au Québec par un conservateur du Québec, c'est plus Alain Reyes que Pierre Poilievre. Mais bon, c'est pas lui qui a gagné la course à la chefferie, hein? Tout savoir en 24 minutes. Le service de police de la Ville de Montréal, en ce moment, lance un appel aux citoyens. Mario, sont dans une opération pour retrouver des kits de suicide. Non, vous avez pas mal entendu. Il y a ces kits qui seraient en distribution en ce moment, une dizaine qui auraient été livrés là, donc à quelques adresses montréalaises, entre autres, parce que c'est un citoyen de Mississauga, en Ontario, Kenneth Law, 57 ans, a été arrêté là, en mai dernier par la police de Peel, en Ontario. Lui fait face là, à une quinzaine de chefs d'accusation pour avoir aidé ou conseillé des personnes à se suicider. C'est 14 ans d'emprisonnement, ça, Mario, là, c'est passible de ça, quand même. Donc, graves accusations contre lui. Il aurait fait livrer grâce à un site Internet sur lequel il semblait vendre un produit qui a vraiment une apparence banale, du nitrite de sodium, qui est une petite poudre blanche qui sert, entre autres, à préserver la viande. Là, quand tu veux faire ça, mettre dans la saumure de la viande.
Le problème, c'est qu'en en prenant assez, ben, vous pouvez évidemment perdre la vie. Et c'est des kits comme ça qui auraient distribué sur Internet plus de 1200 adresses dans 40 pays différents. Donc, on a même des policiers, Mario, de Grande-Bretagne, des citoyens un peu partout dans le monde qui, eux aussi, enquêtent en collaboration avec la police ontarienne, avec maintenant la police de Montréal également. Puis, c'est pas des blagues. On dit qu'au Canada, ce produit-là serait lié à 120 suicides différents dans le reste du Canada. En Grande-Bretagne, on enquête sur 88 décès au nitrite de sodium pur à presque 100%. Donc, drôle de cas, Mario. Puis on rappelle du côté de la police que de posséder ce nitrate-là, c'est pas illégal en soi. Non, c'est ça, ce n'est pas illégal en soi. C'est un produit qu'on peut utiliser pour toutes sortes de choses, là, qui évidemment peut devenir toxique et fatal en l'ingérant assez. Mais en ce moment, de posséder ça pour les gens qui en ont, puis qui auraient peut-être des idées noires, puis qui voudraient s'en servir, mais sachez que de le remettre à la police, vous n'aurez pas d'accusation contre vous. C'est vraiment l'incitation au suicide qui est un cas qui est passible d'emprisonnement. La ligne est mince, là. Mais si tu le vends comme tel, comme un kit de suicide, je pense que là, on peut dire que ouais, là tente dans l'incitation ou l'encouragement au suicide. Absolument. Économie. On a dressé plusieurs bilans économiques, bien évidemment, depuis la fin de la pandémie, Mario, mais ce qu'on semble apprendre aujourd'hui, c'est que la vente de meubles s'essouffle autant au Canada qu'au Québec et aux États-Unis. On parle entre autres aux États-Unis quand même de la marque de luxe RH qui vend toutes sortes de meubles, qui a baissé son chiffre d'affaires, puis pas rien qu'un peu, là, de 19%. La-Z-Boy, bien connu pour les fameuses chaises dans lesquelles on se penche, 20% aussi de ses ventes qui sont tombées. Et c'est la même chose ici au Québec, là, le groupe BMTC qui est Tanguay, les anciens groupes des moins bons chiffres là, au dernier trimestre. Oui. 23% de réduction par rapport à l'an dernier. Le détaillant Léon aussi, grosse baisse de ses ventes pan-canadiennes. Mais d'après moi, il y a une couple d'affaires là-dedans. D'abord, les taux d'intérêt. Beaucoup de gens qui vont financer leurs meubles. Oui. Donc, sur des prêts. Donc là, sur une certaine durée. Le taux d'intérêt vient jouer. Mais l'autre affaire, c'est la baisse considérable de la construction. Une partie des meubles que tu vends, c'est du meuble de remplacement. Oui. Mais une partie des meubles que tu vends, c'est des gens qui emménagent. Tu sais, tu te fais construire un condo neuf. Ça se peut que tu amènes tes meubles de ton ancien appartement, mais ça se peut que tu dis, là, on rentre dans un condo neuf. On remet tout, on repart à zéro. Cas, une partie des électroménagers, tu vas rentrer avec du neuf. Alors, la baisse de la construction résidentielle, à mon avis, là, ça vient jouer aussi là-dessus. Oui, puis selon un analyste du commerce de détail chez KeyBank Capital Markets, M. Brad Thomas, lui dit, c'est beaucoup en retour de la pandémie aussi. Là. Oui, évidemment, il y a les pressions de l'inflation, il y a le fait qu'on construit de moins en moins de nouveaux logements, que les gens vont donc moins avoir tendance à déménager, mais aussi parce que pendant qu'on était en pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont acheté, puis quand on passe notre temps confiné dans notre maison, on a le goût de la rendre belle, on a le goût d'acheter des meubles. Donc on parle là, vraiment plus. On les rechange pas l'année d'après. On les rechange pas de l'année d'après, donc c'est ce qui pourrait justifier justement cette nouvelle baisse dans la vente de meubles. Le Monde. Depuis vendredi dernier, on s'affaire pour tenter de trouver des survivants de ce séisme au Maroc, dont le bilan est tombé là, à près de 2700 morts. Là, 2681 pour être précis, 2501 blessés dans le dernier bilan dressé par le gouvernement marocain, alors que la course s'est lancée pour tenter de trouver des survivants, Mario. Là, on se souviendra, dans le séisme qu'il y a eu l'an dernier en Turquie, on a réussi à trouver des gens là, jusqu'à 6 jours et demi après la catastrophe. Donc l'espoir demeure quand même de trouver des survivants, mais plus le temps passe, évidemment, moins on a de chances d'en retrouver sous les décombres. C'est quand même là tout un séisme qui a frappé, là, le plus meurtrier depuis plus de 60 ans au Maroc. Et dimanche, on a accepté les offres de 4 pays différents de recherche et de sauvetage. L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis, qui sont les 4 seuls pays pour l'instant là, qui vont envoyer officiellement matériel et secours pour venir aider le Maroc. Mais c'est quand même toute une tragédie qui vient de frapper. Puis c'est surtout, Mario, des villages reculés, éloignés, qui ont été détruits, là, complètement rasés. Mais c'est parce que c'est beaucoup des villages avec de la construction en terre cuite, là, qui avaient aucune résistance là, à ce genre de puissant tremblement de terre. Ça faisait un bout de temps qu'il n'y en avait pas eu là, au nord de l'Atlas, au Maroc. Je lisais ce matin que dans les années 50, il y a eu quelques années difficiles, des tremblements de terre répétés, fin années 50, début 60. Mais pas qu'il n'y en a pas eu du tout depuis ce temps-là, mais il n'y avait rien eu de vraiment puissant. Là, là ils en ont eu tout un des plus gros. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.